Oh, ce qu'on va se mettre. Et salut les amis, comment ça va? Les amis, vous savez ce qui s'est passé sur les réseaux ces derniers temps. On peut parler de Depardieu, parlant de dégoût. Moi, ce qui me fait le plus chier, c'est que ce gars-là, pendant toute ma vie, j'ai kiffé ses films, j'ai kiffé sa vibe de bon vivant, de bon gros mec sympa. Et là, je découvre un gars qui me fait vomir, qui me dégoûte au plus haut point. Les commentaires que ce mec-là fait, mais je suis outré. Et vous savez, je suis aussi outré pour un deuxième truc. C'est que, à la limite, beaucoup plus tard, on sort ces images. Mais les gens qui le filment, les gens qui sont autour de lui, les gens à qui il fait ces blagues-là, il n'y en a pas un qui réagit. Imagine, t'es en train de faire des blagues comme ça. Vous voulez un récap de ce qu'il a dit? Genre, les gens qui filment et qui sont avec lui. Mais attends, mais moi je te l'arrête en plein vol, le gars. Ça peut être Depardieu, ça peut être Emmanuel Macron, que je lui mets un coup de tête. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle, et là ça... Ah merde, vous, c'est normal, c'est des grosses salopes, ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte, là. 124. 124, chérie. Attends, et là, je suis pas en érection. En érection. Vous avez vu, elle 126. recule en plus. Une fois de plus, son interprète est coincé, obligé de subir la blague graveleuse. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu, c'est comme ma bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. Là, vas-y. Il Prends rigole la avec photo quelqu'un là. Pendant que je touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Il y a des gars à Elle côté sent de lui déjà la jument. qui sont pas tous des Coréens. Il parle en français, il parle à quelqu'un qui filme, il parle à quelqu'un. Il y a des gens qui lui disent rien. Il est en train de se marrer. Je veux dire, t'arrêtes de te marrer s'il y a personne qui se marre avec toi. Moi, je rigole pas avec lui. Je veux dire, peu importe qui c'est, il y a quelqu'un. Je veux dire, moi, je suis là. Vas-y, je pose la cam, je le remets à sa place. Et c'est la même chose. Je viens de voir sur Combini une autre vidéo d'une meuf qui se plaint. Je vais la retrouver. Plusieurs femmes se sont plaintes sur les tournages. La plupart du temps, elles se sont vues répondre des rires ou des « ça va, c'est Gérard, c'est Depardieu ». J'étais complètement perdue, je savais pas du tout comment réagir. C'est pas de l'humour, c'est des agressions sexuelles. Quand il y a eu une pause, on a mis les 4 comédiens, dont moi, les uns à côté des autres. Et les gens commencent à prendre des photos, donc il faut s'imaginer qu'il y a une foule devant nous. Et moi, j'entends un espèce de grognement de la part de Depardieu. Et le là, même grognement qu'il faisait tout à l'heure. Qui va de mon dos dans mon short, donc qui insiste pour rentrer dans mon short, qui met sa main dans mon short, Un malade. dans ma culotte. Et moi, du coup, je vire sa main une fois. Il le refait, toujours en faisant ses grognements. Du coup, je lui vire la main une deuxième fois. Et là, je verbalise et je dis il y a Gégé qui met sa main dans mon short. Il a répondu « Bah quoi, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma ». Après ça, tout le monde a rigolé. J'étais en train de subir une agression et personne ne le prenait au sérieux. Donc j'ai pleuré, je suis partie. On m'a dit « Oh, mais il s'attendait à ce que tu lui mettes une claque, c'était marrant. C'est son humour, il est comme ça, c'est Gérard, on sait comment il est. C'est pas de l'humour, c'est des agressions sexuelles. » On sait que tous ces gros porcs-là, qui deviennent connus, qui gagnent du pouvoir, ils deviennent imbuvables. Alors soit ils commencent à avoir des comportements odieux avec les gens qui les entourent, soit ils commencent à avoir des comportements odieux avec les femmes. Ils se permettent des choses qu'avant ils se permettaient pas. Beaucoup, attention pas tous, mais beaucoup de ces gens-là deviennent odieux, ok ? Deviennent pervers, insultants, deviennent rabaissants, deviennent des harceleurs, deviennent tout ce que vous voulez. Ok, il y en a beaucoup. Mais moi, je vais vous dire un truc. Tous les gens qui sont autour pendant que ça se passe et qui disent rien sont complices. J'en ai rien à foutre. Ils sont tous complices. Ils sont tous complices. Elle l'a dit, cette fille. Sur le tournage, il y a tout le monde autour. Et elle dit, il arrête pas de me mettre la main dans le short. Oh, mais non, mais c'est Gérard. Moi, je lui mets autant une grosse baffe dans sa gueule à celui qui dit non, c'est Gérard. Je suis choqué. Moi, je peux vous dire, je vois un comportement comme ça dans ma vie. J'en ai rien à foutre de qui c'est. Et si je suis le petit stagiaire, j'y vais. Je suis choqué par les gens qui entouraient ça. Je suis choqué par les gens qui étaient présents. Ça y est, je suis énervé. Je suis énervé alors qu'on n'a même pas encore commencé le sujet du jour, quoi. C'est malin. Réveillez-vous, les gens qui voient ça. Moi, je vois une situation comme ça devant moi. Je laisse pas faire.
peu importe si c'est Gérard Depardieu. Et il y en a d'autres, hein. J'ai entendu plein d'histoires. Moi, je l'ai vécu, ce genre de situation. Alors, bien sûr, c'est différent quand on est un homme, parce que il y a quand même une histoire de force physique aussi, dans certains cas, dans certaines conditions, qui fait que si t'es une femme, tu vas avoir du mal, si tu décides de peut-être en arriver à une confrontation physique, bah, tu vas avoir du mal à faire le poids, par exemple, dans la rue, dans certaines situations contre un homme. Okay. Moi, je l'ai vécu au début du mannequinat. J'ai eu des propositions indécentes qui étaient faites un peu de cette manière-là. Mais c'est pas comparable dans le sens où moi, le photographe qui profitait de son pouvoir, de son influence, ma naïveté, bah, il y avait quand même pas aussi la domination physique. Donc, je peux pas non plus comparer à 100%, mais j'ai vécu ce genre de truc et je ne peux qu'imaginer ce que c'est d'en plus avoir le sentiment que si on en arrive à une confrontation physique, je ne pourrais pas me défendre. J'ai rarement vu Gérard aussi attentif aux autres qu'en Corée du Nord. Et c'est un film dont je regrette qu'on m'ait volé les images. C'est un film magnifique que j'ai réalisé. Ça m'a demandé beaucoup de temps. Ah bah dis donc, c'est plein d'humilité. Parce que c'est dur de se faire voler un film. Il essaye de changer de sujet là. On en a rien à foutre de ton film volé. Alors justement, comment ces images, qu'est-ce qui s'est passé avec ces images? Elles étaient chez eux? D'accord, là en fait, on est sur une collab. On est sur une collab où ils sont en train d'essayer d'enfoncer complément d'enquête. Alors qu'on en a rien à foutre. Et ce qui nous intéresse, c'est de bien comprendre que notre gros porc en question de Depardieu, on a bien compris avec qui il rigolait. Magnifique ton film d'ailleurs, une grande œuvre d'art. Imbécile. Oui. Quand vous filmez 24 heures sur 24, il n'y a pas de action moteur. Donc les gens déconnent parce qu'il n'y a pas de prise en tant que telle. Là, il vient de dire, attention, là c'est très important, il vient de dire les gens déconnent. Mais tu crois que c'est ok de déconner là-dessus? Tu crois que là, ce qui s'est passé, c'est drôle? T'es en train de dire les gens déconnent pour le défendre? C'est ça que t'es en train de nous dire? Alors il a au moins un mérite, c'est de le défendre parce qu'il est aussi coupable que lui. Là, je sais pas si les gens se rendent compte, je sais pas s'il y a quelqu'un sur le plateau de TPMP qui va dire non mais attends, tu crois que ça c'est déconner? Tu crois que c'est ok de déconner là-dessus? Il y a personne qui l'interrompt là. Pour l'instant, Gérard a peut-être violé, peut-être pas. La justice n'a pas encore tranché. Et moi, je prends toujours la défense des femmes. Et je ne pense pas qu'il y ait de mythomanes chez les femmes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Non mais il y a des gros porcs qui violent. Il y a des gros porcs qui ne violent pas. Donc en fait là, il est en train de dire. Alors oui, d'accord, il fait du harcèlement sexuel, mais bon, il y a pire. Il y en a qui violent. C'est ça que t'es en train de nous dire, Yann, moi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a personne qui l'interrompt là sur le plateau. Que vous souriez beaucoup quand il est un énorme porc. Écoutez, il y a un contexte. Oui. C'est sans doute ce qu'il avait dit. Tiens, il y a un contexte donc il y a un contexte qui permet, de proférer ce genre de paroles. C'est ça? Là encore une fois, il y a un mais qui va l'interrompre? Qui va le stopper? Qui peut le stopper? Moi j'ai une question, vous, comment en tant qu'humain, quand vous regardez ce qu'il dit, même si vous dites que c'est 3-4 minutes, comment vous pouvez continuer la collaboration? Parce que moi quand je regarde ça, pour moi c'est une fin de carrière. Parce que je vois ça, moi j'ai pas envie de regarder des films de quelqu'un qui a des propos pédophiles. Comment vous, en tant qu'humain, vous continuez? Très bonne question, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il fait des blagues grasses sur tout ce qui bouge. Non-stop, et il le fait depuis 30, 40, 50 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas le sortir. J'aimerais tellement pouvoir remonter dans le temps, envoyer mes petits yeux, une GoPro pour voir, je suis sûr à 100% que lui, il était là en train de se marrer avec lui et qu'il se bourrait la gueule le soir et qu'ils étaient là en train de faire ce genre de langage odieux, méprisant. Mais les propos de la petite fille avec les viols, il n'y a plus de question, le film ne sortira jamais. Donc ça, c'est mort, c'est fini. J'ai fait un film pour rien. Waouh, c'est vraiment ça qui t'obsède, mec. Mais t'es pitoyable. Avec ton vieux film de merde sur un gros porc, t'es pitoyable. Parce que la morale, tu nous as saoulés. La morale, ça existe. On l'a laissé terminer. Écoutez bien, on l'a laissé terminer sur la morale, ça existe. Et on l'a applaudi. Je suis le seul à être choqué par ça. La morale, ça existe. Petite mention spéciale pour Polska. Bah, c'est la seule, je trouve, qui est intervenue avec un vrai argument. Mais mec, t'es là, en fait, pendant que tout ça se passe. J'en ai rien à foutre que tu ris jaune, que tu cautionnes pas, Arrête-le! J'ai comme l'impression, les amis, qu'on a sous-estimé Polska. En tout cas, elle est à la fameuse place dont on avait parlé de la bimbo, soi-disant. Je mets ça entre guillemets. Là, sur ce petit extrait, énorme respect.
Parce que les autres qui lui posent des questions sur le vol des images, etc., machin, vous avez bien compris ce que c'est. On est dans venez, on fait bien durer sur les histoires des images. Si ça avait été filmé avec un portable par quelqu'un d'interne au tournage ou d'externe au tournage et qu'on avait vu ça, on serait là aussi. On n'en a rien à foutre de son histoire de vol d'images. Ça ne nous intéresse pas. Et ça nous intéresse pas la volonté de TPMP d'enfoncer complément d'enquête. On s'en fout, nous. Et l'autre avec son documentaire magnifique, son œuvre d'art. Une œuvre d'art. En fait, ces gens-là, on les a laissés mal se comporter parce qu'ils sont devenus puissants et ils sont allés de pire en pire. On en revient à le pouvoir corrompt. Vous vous rappelez de la phrase qui a peut-être été dite par Gérard Depardieu dans le témoignage sur Combini. « Ah, je croyais que tu voulais percer dans le cinéma. » Donc voilà, j'ai le pouvoir suprême de pouvoir faire percer les gens, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le pouvoir suprême que personne ne me contredise, que personne n'ose me stopper dans ce genre de discours. Et du coup, eh bien ça empire, ça empire, ça empire, ça empire. C'est un peu de notre faute à tous, parce que ces gens-là, on devrait les stopper tous les jours, et ils empireraient pas. On devrait les stopper tous les jours, à chaque fois qu'on le voit, qui qu'on soit. C'est à nous de changer les choses, les amis, c'est à nous de changer les choses. Parce que c'est pas que Depardieu. Tout à l'heure, la fille disait, si ça avait pas été dans le cinéma, ça serait pas comme ça. Moi, j'en suis pas sûr. Dans toutes les entreprises, il y a des abus de pouvoir. Et bien souvent, ces abus de pouvoir, ils se traduisent par ce genre d'abus. Dans tous les milieux où il y a une hiérarchie, il y a du pouvoir et il y a des abus de pouvoir. On va donc parler de Maeva Guénam. On va résumer. Maeva Guénam, il y a quelques jours, a décidé d'aller faire un pèlerinage à la Mecque et elle a documenté ça sur ses réseaux sociaux. Honnêtement, pourquoi pas? Voilà, c'est une influenceuse. Elle documente toute sa vie sur ses réseaux sociaux. Elle parle de tout. C'est-à-dire, pourquoi pas parler de religion, de sa découverte de la religion. J'ai pas l'impression que jusque-là, c'est une grande priorité dans sa vie. Mais bon, il est jamais trop tard pour avoir l'illumination, pour remettre en question et puis pourquoi pas suivre un autre chemin. Il est jamais trop tard pour ça. Attention, on reste bienveillant. Fais attention à ce qu'on dit. Je veux pas de haine. Donc, Maeva Guénam part à la Mecque pour faire son pèlerinage et voilà, elle fait sa petite photo. Alors, faut savoir que c'est aujourd'hui en France, je dis ça sans aucun jugement, d'accord? Les photos où on va à la Mecque, etc., c'est des photos qui font énormément de buzz. Je dis juste ça, il y a plusieurs influenceurs qui l'ont fait, etc. Ça fait plus de buzz que d'aller à la Coupe du Monde de foot, ça fait plus de buzz que d'aller faire le tour du monde, ça fait plus de buzz que tout. C'est sans aucun jugement que je dis ça. Attention, on n'interprète pas ce que je dis, je ne fais que le noter. Pourquoi ça buzz? Je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est très populaire sur les réseaux sociaux. Donc elle fait sa photo et voilà, elle fait beaucoup plus de likes. Moi, j'ai pas de problème avec le fait d'aller faire ta photo. Je veux dire, tu documentes ton voyage, tu documentes ton pèlerinage, tu documentes ta découverte de cette religion, etc. J'ai aucun problème avec ça. Le problème, c'est la vidéo d'après et on va la regarder. Bonjour tout le monde, j'ai fait mon pèlerinage avec Baye Walid et Remède du Cœur. C'est le multiverse. Et du coup, j'avais quelques questions à leur poser. Dis-nous, Inch'Allah. Alors, première question, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup d'encouragement et tout ça, mais j'ai aussi eu beaucoup d'avis négatifs, de méchanceté par rapport à mon pèlerinage. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est vrai qu'avant, tu étais une jeune fille qui a fait des erreurs. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu nous as appelé, tu voulais te repentir, faire ta umrah. Tu es devenue une femme et personne ne peut se mettre entre toi et ton Seigneur. Personne. Maintenant, demain, on te le souhaite, tu deviendras même une mère accomplie. Inch'Allah. Si moi je peux te donner un conseil par rapport à ta question, c'est premièrement te concentrer sur toi, d'évoluer, devenir la meilleure version de toi-même, alhamdoulilah, petit à petit. Et lorsque tu vas évoluer, forcément tu vas apprendre, comme on a pu apprendre. Par exemple, quelle est la chose la plus importante en islam? Le tawahid. C'est exactement ça, ça veut dire? Unifier Allah. Oui. Dans son adoration. Magnifique. Et le pire des péchés? Le shirk, l'association. Inch'Allah. Magnifique. Et ma deuxième question, c'est j'ai trop peur de retomber dans mes travers. Parce que là, je suis dans un lieu sain, je me sens apaisée et tout ça. Et quand je vais rentrer chez moi à Dubaï, j'ai trop peur de redevenir comme avant. Comme je te l'ai dit, tu peux pas changer du tout au tout. C'est impossible. Tu vas évoluer à ton rythme. Alhamdulillah, comme l'islam est venu d'ailleurs. En fait, il n'a pas direct dit aux gens arrêtez l'alcool. Non, il les a appelés d'abord au tawhid, la chose la plus importante. Et ensuite, petit à petit, retirer certains postes qui sont dérangeants. Mais concentre-toi premièrement sur ta
croyance et tu vas voir que ça va venir tout seul, Inch'Allah. Par conséquent, aujourd'hui, avec ta notoriété, de temps en temps, partager des bonnes choses, des rappels, ceci, cela. Aussi, il est important de rappeler que l'islam a été propagé sur plus de 20 ans. Et les lois religieuses ont été révélées en fonction de l'augmentation de la foi des croyants. Donc attendre qu'une personne qui part de zéro, qu'elle change du tout au tout, du jour au lendemain, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est comme ce que vous m'avez expliqué, la religion, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est petit à petit. C'est ça, exactement. Également, il est important de rappeler que le vrai croyant doit ressentir de l'amour et de la joie quand il voit son frère ou sa sœur revenir à Allah. Et le fait de le critiquer, de le rabaisser, de le dénigrer, au lieu de chercher à l'élever et d'espérer pour lui une repentance et un retour vers Allah pour que cela puisse profiter à cette personne, mais également quand elle est extrêmement influente sur les réseaux sociaux, également à d'autres, et en réalité ce qui doit être fait. Aussi le fait de chercher à fouiller dans les intentions des gens pour essayer de comprendre la raison pour laquelle ils ont fait tel ou tel acte d'adoration ne fait pas partie du cheminement du musulman. Ce qui doit être fait, c'est l'aide, la paix, l'amour, la miséricorde, le fait de vouloir élever son frère comme nous aurions aimé être élevés à sa place si nous avions été dans une situation similaire. Aussi, j'aimerais rappeler que le pèlerinage est une obligation qui incombe aux musulmans qui en a les moyens et les capacités. N'incombe pas aux musulmans de s'être repentis pour venir au pèlerinage. Il faut savoir que le messager alayhi salatu wassalam a dit « Tous les enfants de Adam sont pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » On invoque Allah pour qu'Allah facilite notre sœur à se repentir et à revenir à Allah. Amin. Merci mes frères. Donc, les amis, là, c'est différent. On est sur une vidéo marketing. On est sur une vidéo de pub qui incite à faire de la pub. C'est de la propagande religieuse. Peu importe la religion, ok ? Ce serait n'importe quelle autre religion, ça serait la même chose. On est en train de rabaisser, par exemple, la nudité. On est en France. On est français, nous, qui regardons ça. Et tous ces abonnés sont français. On est en train de culpabiliser la nudité, donc ces photos qu'on lui a dit qu'il faudrait supprimer, etc. On est en train de parler de ses abonnés. On est en train de faire, clairement, c'est un placement de produit pour une religion. C'est ça qui est fait ici. Un placement de produit pour une religion. Et on lui dit clairement que si elle partage et si elle utilise ces 3 millions d'abonnés qu'on refait descendre sur le montage 2 fois de suite, eh bien, elle pourra être pardonnée de ses péchés qui sont... le seul truc qu'on parle de ses péchés, c'est ses posts. On parle de ses posts qui sont en bikini. Supprimer quelques posts, je sais pas quoi. Alors, les amis, la foi, c'est un truc personnel. On fait pas de pub pour sa religion. On est en France, on fait pas de pub pour la religion. C'est tout, quelle qu'elle soit. La France, c'est un pays laïque, on fait pas ça, c'est tout. Et là, on est en train de voir un placement de produit pour une religion, un placement de produit qui en plus, ça c'est le deuxième truc. Le deuxième truc, les amis, c'est que ces deux gars-là, ils organisent des voyages pour aller à la Mecque, des voyages de pèlerinage, et apparemment, ils traînent pas mal de casseroles, ok ? On est sur du gros business, voilà, du business qui se fait de manière un petit peu sombre, bien souvent. Il y a plein de gens qui se sont plaints, vous pouvez aller voir sa story, il y a plein de messages, etc. Ils sont accusés d'être des escrocs, ils sont accusés d'être des arnaqueurs, etc. Ça, c'est le deuxième truc. Mais de toute façon, ça, on s'en fiche. C'est un truc que j'ai reproché à Dylan Thierry à l'époque. Dylan Thierry, pendant le confinement, faisait des lives. Il avait donc son imam qui était avec lui et à deux, il convertissait des gens pas très instruits français. Comme ça, en utilisant son influence pour les convaincre de le faire. La religion, et je parle pas de l'islam, je parle pas de la religion catholique, je parle d'aucune religion en particulier. La religion, c'est personnel, c'est quelque chose qui se fait avec le temps et personnellement. Et c'est pas un truc qu'on fait en deux spies sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui voient Maëva Guénam, bon, peu je pense, hein, mais il y a des gens qui voient Maëva Guénam comme des gens peu instruits certainement, qui voient Maëva Guénam comme un exemple. J'aimerais bien en rencontrer, il y en a, et qui suivront aveuglément tout ce que Maëva Guénam leur dira. Alors, c'était pas bien avant, c'est toujours pas bien maintenant, parce que c'est pas comme ça qu'on entre dans une religion. Et le passé de Maëva Guénam et ses posts de bikini n'ont pas à être culpabilisés. Maëva Guénam a le droit de faire des posts en bikini.
Et la nudité, en général, n'a pas à être culpabilisée. Les gens peuvent décider d'adopter des comportements, comme par exemple ne pas montrer de la nudité. C'est une décision personnelle. Je décide de ne pas montrer de la nudité parce que je crois en telle ou telle règle ou discipline ou religion. Et c'est ton droit. Par contre, culpabiliser les autres parce qu'ils le font, ça, ce n'est pas ton droit. Et surtout pas en France, dans un pays historiquement laïque. Le problème, c'est pas la religion, c'est la vidéo. Point barre. On est sur une campagne de pub pour une religion là. Marine est devenue musulmane sans faire du prosélytisme religieux. C'est comme ça qu'on appelle ça, prosélytisme religieux. Elle n'est pas en train d'essayer de conquérir le monde avec sa religion. Elle vit sa foi, elle le documente, mais elle n'est pas en train d'en faire la pub. Voilà. Fin de l'histoire. Attention, hein, je pense pas, vraiment pas, que Maëva Guénam a été payée pour faire ça. J'espère pas. Si elle a été payée, ce qui pour moi il y a peu de chance, c'est certainement par les deux garçons qui lui font la morale. Et ces deux gars, selon les commentaires dans les stories de Navid Cherche, ces deux gars-là organisent des voyages de pèlerinage. Est-ce qu'on est sur un placement? Est-ce qu'elle a payé son voyage? Les amis, si on découvre ça, là, ça va encore plus loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite à Maëva d'être heureuse. Apparemment, elle souffre de dépression ou je sais pas quoi. En tout cas, on lui souhaite que du bien. On lui souhaite d'être heureuse et on lui souhaite surtout de ne pas se faire manipuler par qui que ce soit. Et quelles que soient les intentions des gens qui la manipulent, s'ils la manipulent. Voilà. On va passer à son ancienne meilleure amie, Carla, qui a sorti un bouquin où elle fait des révélations. J'ai pas toutes les informations parce que j'ai pas encore lu le bouquin, mais croyez-moi, je vais le lire. Mais elle fait des révélations hyper extrêmes sur Kevin. Ok, moi j'ai parlé avec Kevin depuis. Apparemment, il a l'intention de porter plainte. Qu'on est dans une gigantesque exagération. Je crois que c'est peut-être même fait. En tout cas, ce qui est sûr, Carla avoue qu'elle était au courant des tromperies et que la dernière, avec Belle, a aidé à prendre sa décision de demander le divorce. C'est intéressant parce que elle m'a quand même accusé d'être un menteur. Elle m'a accusé d'être un mytho. Mais maintenant, ça l'a aidé à prendre des bonnes décisions pour son avenir. Alors, je peux comprendre, attention, je peux comprendre que sur le moment, t'es dépité, machin. Par contre, moi, ce que je trouve que ça prouve, ça, c'est que le jour où c'est devenu public, et c'est pas moi qui le dis, c'est toi qui le dis dans ton bouquin, Carla, c'est que le jour où c'est public, que tu réagis et que tu divorces. Maintenant, moi, j'ai eu des échos, je vous dis que c'est des échos, des sources, j'en sais rien. Je suis pas sûr que c'est vrai, mais il y en a beaucoup, et de beaucoup de sources différentes, où ça dit carrément que parfois, c'était un commun accord, qu'il est arrivé que Carla attende carrément que Kevin ait fini de s'amuser. Et il y a des gens qui prétendent avoir été témoins de ces choses-là. Alors du coup, si, et attention, hein, c'est que des si c'est d'un commun accord, attention les amis, ça c'est une manière de voir son couple qui n'appartient qu'aux deux personnes qui décident d'être en couple. Il y a deux personnes qui décident d'être en couple, ces deux personnes peuvent très bien se dire notre couple est ouvert et le sexe n'est pas quelque chose que on va rendre exclusif et on ne va avoir aucune possessivité physique, mais que notre possessivité, par exemple, ne se réduira qu'au sentiment. Ça pourrait être de l'emprise, c'est possible, ça pourrait être de l'emprise. Si et seulement si ce couple et cette famille ne rapportaient pas autant d'argent. Amis, je vais vous dire un truc. Dans l'ordre, sur les réseaux sociaux, le couple, la famille, les enfants, c'est des choses qui font gagner énormément d'argent. C'est un commerce gigantesque. Et quand je vous parle d'énormément d'argent, je vous parle de sommes vertigineuses. Alors, est-ce qu'on est vraiment sous emprise ? Ou est-ce qu'on est en train de profiter d'une situation extrêmement lucrative ? Je pense être en droit, moi, connaissant les réseaux sociaux, ayant carrément des chiffres sur ce que rapporte une grossesse en termes de placement de produits, en termes d'engagement, ce que rapporte un enfant sur les réseaux sociaux, les placements de produits qui y sont liés, l'engagement. Les amis, l'engagement, ça se monnaie, c'est-à-dire que lorsqu'on fait énormément de vues et qu'on a beaucoup de followers, chose qui se gagne énormément à travers la famille et le fait de faire des enfants, eh bien, on vend les placements de produits bien plus cher. Moi, je sais que pendant ces périodes-là, on vend les placements entre 5 et 10 fois plus cher. Ça rapporte énormément d'argent. Et c'est là qu'on est en droit de se poser la question, est-ce que cette petite famille idéale que tu vois, toi, ne pas être idéale, mais que tu gardes coûte que coûte,
Est-ce que tu la gardes coûte que coûte parce que tu es sous emprise ou est-ce que tu la gardes coûte que coûte parce que tu sais l'argent que ça rapporte, parce que tu sais que ta situation de vie y est liée. C'est des gens qui sont extrêmement dépensiers, c'est des gens qui sont amoureux du luxe, c'est des gens qui sont prêts à faire de la sorcellerie pour être très riches. Et je vais élargir à toute l'influence, je vais pas balancer de dossiers, j'en ai des tonnes. Je connais des tonnes d'histoires. Les couples qui vous montrent une image idyllique de la famille parce que ça rapporte sont bien souvent soit dans la tourmente, soit dans une forme de couple qui n'a rien à voir avec ce qu'ils montrent, soit dans une totale tromperie d'un côté, de l'autre ou des deux. Et je vais vous dire, ces dossiers, j'en ai, je vais pas dire la totalité, mais sur la quasi-totalité des couples auxquels vous pouvez penser en ce moment. Mais l'audience vénère ces familles, est avide de regarder tout ce qu'ils partagent tous les jours et donne justement cette espèce de pouvoir et cette possibilité de gagner des sommes faramineuses à ces couples qui sont complètement, je dirais pas fake, mais en tout cas ce qui est fake, c'est la différence entre la réalité et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je dis pas qu'il y en a qui se sont jamais aimés, je parle pas des sentiments des gens, etc. Je vous parle de la réalité. Vous voyez, si on est capable de mentir sur la nature de l'histoire d'amour, de la famille, en vendant de la perfection alors que ça l'est pas, si on est capable de faire ça, alors est-ce qu'on n'est pas capable de faire perdurer un couple et une famille, carrément de faire des enfants pour gagner de l'argent? Eh ben moi, je pense que oui. Donc, ce que j'ai envie de dire à Carla, ça y est, ok, ça y est, ton couple, il est cassé. Ok, vous êtes séparés, vous faites vos vies chacun de votre côté, vous vous êtes battus chacun à votre manière peut-être pour faire perdurer ce couple. Des mois après, lorsque chacun vit sa vie, alors que vous avez une fille ensemble, je suis un peu surpris en fait par le fait de ça y est, tu l'as eu ton prétexte pour divorcer ou ton prétexte pour te séparer ou la chose qui t'a forcé à le faire, à te séparer. Un an après, quand tout le monde, je veux dire, c'est Kevin le méchant, c'est toi la gentille, vous avez une fille ensemble. Et je pense que ça doit être ça la priorité. Je veux dire le centre de toutes les réflexions. La préserver, ça y est. Il est passé pour le méchant. Tout le monde a compris. Il n'y a personne qui a dit c'est Carla qui a trompé. Ok, tout le monde a dit c'est Kevin qui a trompé. Pourquoi un an après, quand en plus Ruby a 1 an de plus, venir remettre de l'huile sur le feu? Parce que si Kevin est pas mature là, il y a deux choses. Peut-être que elle a raison et elle ment pas, ok? Et à ce moment-là, tu portes pas plainte et puis tu fermes ta gueule. Ça, c'est mature. Mais si Kevin n'est pas mature là, il fait quoi lui? Il balance des trucs sur la maman. Et c'est l'escalade. Et qui en pâtit de ça? Bon, eux deux déjà. Mais malheureusement, une personne qui elle est complètement innocente dans cette histoire, qui elle a rien demandé, qui elle a généré énormément d'argent pour la vie de luxe de ses parents, mais qui n'a rien demandé. C'est Ruby. C'est pour ça que je trouve que la réaction de Kevin de ne pas répondre, parce que je crois qu'il n'a pas répondu, et de manière privée de porter plainte. Bon voilà, je suis pas dans leur vie. De la même manière que tout à l'heure, j'avais pas des petits yeux pour savoir qui faisait quoi. S'il est pas d'accord, il porte plainte de son côté, sans rajouter de l'huile sur le feu, sans augmenter l'escalade de la haine. Mais là, je vois pas l'utilité de ce bouquin à part faire de l'argent. Je vois pas l'utilité de ce bouquin. Elle a eu le bon rôle. Tout le monde a adoré Carla à l'issue de ce truc. Au moment où elle s'est séparée de lui, boum, full like sur Carla et puis Kevin dans la merde. Le prix des placements qu'elle a fait ont été multipliés par 10. Voilà. Elle a dû gagner énormément d'argent sur cette séparation. Sachez-le. Hein. Non mais, il faut dire les termes. Soyez-en conscients. Elle a gagné énormément d'argent sur cette séparation. Lui en a perdu énormément sur cette séparation. 1 an après, alors que vous avez une fille ensemble et que d'essayer que pour Ruby, ça se passe bien, elle écrit un bouquin où elle balance des atrocités en plus. Je veux dire, c'était déjà bien dark ce qui était sorti à l'époque. Moi, je comprends pas. À part pour la thune. Et à ce moment-là, ça me pousse encore plus dans l'opinion que, avant, ça restait ensemble aussi pour la thune. En tout cas, du côté de Carla, qui, soi-disant, savait tout. Ouais, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Si vous l'avez kiffé, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos sur Bastos TV. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. On va se mettre.